Les menottes ont claqué. Un son sec, métallique, qui a résonné dans le grand hall, par-dessus les cris de terreur et le chaos. Le froid du métal a mordu ma peau, aussi vivement que la honte qui montait à mes joues. Les soldats du général Dubois m'ont traîné, sans ménagement, loin du regard furieux de Julien. Mon roi, mon protecteur. Un soldat m'a attrapé par le bras, l'autre par l'épaule, et j'ai lutté juste assez pour les forcer à me porter presque, mes pieds traînant sur le marbre glacé. Le bruit de leurs bottes et le froissement de ma robe, cette robe qui, pour un soir, m'avait fait oublier d'où je venais, étaient les seuls sons audibles pour moi. Tout le reste était un bourdonnement indistinct. Je me suis tourné une dernière fois pour chercher Julien du regard. Il était là, retenu par ses propres conseillers, son visage une tempête d'une fureur pure, non feinte. Mes larmes ont brouillé sa silhouette, mais je savais ce que je venais de faire. Je l'avais sauvé, oui. J'avais sauvé son royaume de la guerre que Dubois était prêt à déclencher. Mais en échange, j'avais probablement signé mon propre arrêt de mort. Comment en étais-je arrivé là, moi, Marie, une simple oméga, au centre d'un tel brasier? C'est une histoire un peu compliquée, vous savez, avec des rebondissements qui me donnent encore le vertige quand j'y pense. Il faut remonter quelques mois en arrière, au domaine de la forêt d'argent, un endroit que j'appelais « chez moi », même s'il n'y avait rien de chaleureux là-bas. On m'appelait un fantôme, un fardeau, une oméga qui n'avait pas le droit de respirer l'air. Franchement, les insultes, je m'en fichais éperdument. Elles rebondissaient sur moi, insignifiantes, comme des gouttes de pluie sur une pierre. La seule chose qui comptait, la seule chose qui me terrifiait et me donnait un but, c'était ces trois paires d'yeux brillants qui me fixaient depuis l'orée de la forêt. Chaque nuit, je risquais l'exécution pour dérober des miettes de la table de banquet des alphas. Je me croyais invisible. Je pensais que personne ne remarquait les petites ombres tremblantes qui me suivaient partout, comme une seconde peau. Mais je me suis trompé, lourdement trompé. Le roi alpha Julien Leclerc, un homme d'une froideur impitoyable, m'observait. Je ne sais pas depuis quand, ni pourquoi, mais il était là. Et quand il m'a finalement suivi dans les bois glacés, ce qu'il a découvert n'allait pas seulement briser les lois de la meute, mais incendier le royaume tout entier. La cuisine du domaine de la forêt d'argent. Oh là là! C'était une cacophonie infernale ce soir-là. Des casseroles qui claquaient, des chefs qui hurlaient, et cette odeur écrasante de chevreuil rôti. C'était la nuit du solstice d'hiver, la fête la plus importante de l'année. Et notre meute accueillait un invité qui faisait trembler même les enforceurs les plus cruels, le roi alpha Julien Leclerc. Je gardais la tête baissée, mon menton enfoui dans le col effiloché de ma tunique grise. En tant qu'oméga, tout contact visuel était interdit. Parler l'était aussi, sauf si on me parlait directement. Mon existence n'était tolérée que si je récurais les sols jusqu'à ce que mes jointures saignent et que je restais hors de vue. « Allez, dépêche-toi, cours !» a aboyé le chef cuisinier, un homme costaud du nom d'Armand, me poussant une lourde caisse de pommes de terre dans les bras. L'entourage du roi exige plus de vin. Descends ça à la cave et ramène les vieux fûts tout de suite. J'ai trébuché sous le poids, mais j'ai vite repris mon équilibre. « Oui, monsieur », ai-je chuchoté, ma voix rauque par la non-utilisation. Je me suis dirigé vers la lourde porte en chêne menant à la cave. Mais en passant devant la table de préparation, ma main a bougé avec une vitesse désespérée et exercée. En un clin d'œil, 3 gros os de viande, destinés à la poubelle, ont disparu dans les poches profondes de mon tablier. C'était un mouvement que j'avais perfectionné après 3 ans de quasi-famine. Me faire prendre, c'était une correction. Me faire prendre ce soir, avec le roi dans la maison, c'était la mort. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, comme un oiseau piégé, alors que je descendais les escaliers en pierre. La cave était froide, humide, et sentait la terre et le vin vieilli.
Mais pour moi, c'était un sanctuaire. J'ai rapidement trouvé les fûts de vin qu'Armand voulait, mais je ne suis pas remonté tout de suite. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers une petite fenêtre de ventilation barrée près du plafond, qui donnait sur la forêt dense bordant les terres de la Meute. J'ai frappé 3 fois sur la vitre. Toc, 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 pinain. Pendant un instant, il n'y a eu que le vent hurlant. Puis 3 petites têtes de poilus ont surgi des congères à l'extérieur. Un gémissement a traversé la vitre. Mon expression s'est adoucie, le masque dur de l'oméga fondant pour révéler un amour profond et douloureux. Je sais, ai-je soufflé, même si elles ne pouvaient pas m'entendre. J'arrive. Je ne pouvais pas les nourrir tout de suite, pas avec la maison pleine de gardes et les sentinelles du roi patrouillant le périmètre. Je devais attendre que le festin batte son plein, quand le vin aurait suffisamment coulé pour engourdir les sens des gardes. Entraînant les lourds fûts de vin à l'étage, je suis rentré dans la cuisine. La tension dans l'air avait grimpé en flèche. Le roi Alpha était entré dans la salle à manger. La curiosité était un vice dangereux pour une oméga, mais alors que je portais un plateau de pain vers les portes battantes, j'ai jeté un coup d'œil par la fente. La salle à manger était opulente, drapée de velours et d'or. À la tête de la table se trouvait l'Alpha Pierre Roussel, le chef de la forêt d'argent. C'était un homme aux appétits excessifs, son visage rougi par le vin et la cupidité. Mais l'homme assis à sa droite rendait l'air de la pièce plus fin, plus rare. Julien Leclerc. Il n'avait pas l'air d'un monstre. Il ressemblait à une statue taillée dans l'obsidienne et la glace. Il portait un costume noir sur mesure qui coûtait plus que toute la maison de la Meute. Ses cheveux sombres étaient brossés en arrière, sa mâchoire assez aiguisée pour couper du verre. Mais c'étaient ses yeux qui me terrifiaient, gris orageux, calculateurs et dénués de chaleur. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il observait l'Alpha Pierre avec la patience prédatrice d'un loup, attendant qu'un cerf boite. « Les paiements de tribut sont légers ce trimestre, Roussel, » a dit Julien. Sa voix n'était pas forte, mais elle a fait taire la pièce instantanément. L'Alpha Pierre rit nerveusement, renversant du vin sur son menton. « Un hiver rigoureux, Votre Altesse. Le bétail meurt. La Meute a des difficultés. » J'ai serré les dents. Des difficultés? L'Alpha mangeait du steak tous les soirs, tandis que les loups de rang inférieur rongeaient des cartilages. Et ceux qui étaient en dehors de la Meute, ceux qui n'avaient aucun rang, eux, ils gelaient simplement. Julien n'a pas répondu. Il a simplement tapoté son doigt contre le verre de vin en cristal. Le son a résonné comme un coup de fusil. Je me suis détourné, l'estomac noué. Je me fichais de la politique. Je me souciais des 3 âmes tremblantes qui attendaient dans la neige. 2 heures plus tard, l'occasion s'est présentée. Le personnel de cuisine était ivre de vin volé et Armand s'était évanoui sur un sac de farine. J'ai attrapé une lourde cape de laine accrochée près de la porte arrière. Elle appartenait à l'un des gardes, mais il était actuellement occupé à flirter avec une servante dans le garde-manger. J'ai glissé par la sortie arrière, le froid mordant ma peau exposée. La neige était à hauteur des genoux. Je ne me suis pas dirigé vers les portes principales. Je suis allé vers la zone d'élimination des déchets, une fosse nauséabonde où la Meute déversait ses ordures. Dès que mes bottes ont crissé sur la neige près de la lisière, ils étaient là. 3 chiots mal assortis, maigres et tremblant violemment. L'un était brun-roux avec une oreille déchirée, Léo. L'un était plus petit, noir avec des pattes blanches, Pipo. Et le plus petit, une femelle au pelage gris sale comme de l'eau de vaisselle, Lily. Ils n'ont pas aboyé, ils savaient. Ils m'ont simplement sailli, gémissant doucement, leur queue rentrée entre leurs pattes. « Chut !» ai-je chuchoté, tombant à genoux dans la neige. J'ai ignoré le froid mordant qui s'infiltrait dans mon pantalon. J'ai sorti les os de viande de mes poches. Les chiots ne se sont pas jetés sur la nourriture immédiatement. Ils m'ont regardé d'abord, me léchant les mains gercées, leurs yeux remplis d'une dévotion qui me brisait le cœur. « Mangez !» ai-je commandé doucement. Ils ont déchiqueté les os, le bruit de leurs crocs fort dans la nuit silencieuse.
J'ai enroulé la cape de garde volée autour d'eux, créant une petite tente de chaleur. Je suis resté là avec eux, frottant leur corps froid, vérifiant leurs pattes pour les engelures. C'était mon rituel nocturne. C'était la seule famille qui me restait. J'étais tellement concentré à vérifier l'oreille de Léo en cicatrisation que je n'ai pas entendu le crissement de la neige derrière moi. Voler l'alpha est un crime passible de la perte d'une main. La voix était grave, douce, et m'a terrifié jusqu'à la moelle. J'ai gelé. Les chiots ont arrêté de manger, leurs oreilles aplaties contre leur crâne. J'ai lentement tourné la tête. À 3 mètres de moi, et illuminé par le clair de lune se reflétant sur la neige, se tenait le roi Alpha. Julien Leclerc ne portait pas de manteau. Le froid ne semblait pas l'affecter. Il se tenait les mains dans les poches, ses yeux gris fixés sur la scène devant lui. Une oméga tremblante, recroquevillée dans la neige avec 3 chiots malingres. Je me suis redressé instinctivement, me plaçant devant les chiots pour les protéger. Mon cœur battait si vite que je pensais pouvoir m'évanouir. « Votre Altesse, écartez-vous », a ordonné Julien. Son ton était ennuyé, indifférent. « S'il vous plaît, ai-je supplié, ma voix tremblante. Ils ont juste faim. J'ai volé les restes. Punissez-moi. Laissez-les juste partir. » Julien a fait un pas en avant. La puissance émanant de lui était suffocante, un poids lourd qui exigeait la soumission. J'ai dit « Écartez-vous ». Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. S'il les voyait clairement, s'il voyait les marques sur leur fourrure que j'avais essayé de couvrir avec de la boue, il saurait. Et s'il savait, il ne me tuerait pas seulement, il les tuerait tous. Je suis tombé à genoux, mon front touchant la neige. « S'il vous plaît, je vous en supplie. » Julien a marqué une pause. Il a incliné la tête, intrigué. Une oméga défiant un ordre direct d'un roi alpha, c'était inouï. C'était suicidaire. « Vous avez 5 secondes pour vous écarter », a dit Julien, sa voix tombant d'une octave. « Je ferai en sorte que mes gardes vous enlèvent et ils ne sont pas aussi doux que moi. » Les chiots ont gémi derrière moi. Lily, la plus petite, a pointé son nez de derrière ma jambe. Les yeux de Julien se sont fixés sur le chiot. Son regard s'est aiguisé. Il a fait un autre pas, ignorant ma posture suppliante. Il a tendu une main, non pas pour frapper, mais pour attraper. J'ai fermé les yeux, attendant le coup. Mais il n'est jamais venu. « Ce ne sont pas des loups de la meute », a dit Julien. Sa voix avait changé. L'ennui avait disparu, remplacé par quelque chose de tranchant, quelque chose de dangereux. Où les as-tu eus? Le silence dans la clairière enneigée était plus lourd que le ciel gris au-dessus. Où les as-tu eus? A répété Julien, ses mots secs. J'ai gardé la tête baissée, mon esprit s'emballant. Je devais mentir. La vérité était une condamnation à mort signée dans le sang il y a des années. Ce sont des errants, Votre Altesse. Des renégats les ont abandonnés près de la frontière l'hiver dernier. Je les ai trouvés avant que le gel ne les emporte. « Des renégats », a répété Julien, le scepticisme dégoulinant du mot. Il s'est accroupi, s'équilibrant sans effort sur la pointe des pieds. Il était assez proche maintenant pour que je puisse le sentir. La pluie, le cèdre et le goût métallique d'une puissance pure. Les chiots renégats sont sauvages. Ils mordent. Ils n'attendent pas la permission pour manger. Et ils ne suivent certainement pas un oméga terrifié comme des canetons. Il a tendu une main vers Lily. Le petit chiot gris n'a pas grogné. Au lieu de cela, elle a reniflé ses doigts et a émis un petit jappement confus. Julien a essuyé la saleté du front du chiot. Son pouce a frotté une tache de fourrure juste au-dessus de ses yeux. J'ai tressailli. C'est là qu'était la marque. Je l'avais couverte de suie et de boue des égouts de la cuisine chaque matin pendant des mois. « De la saleté », a murmuré Julien, regardant la tache noire sur son pouce. Il a de nouveau regardé le chiot, ses yeux se rétrécissant alors qu'il traçait la faible tache blanche en forme d'étoile cachée sous la crasse. Il s'est levé brusquement, le mouvement si soudain que je suis retombé sur mes talons. « Levez-vous », a-t-il commandé. Je me suis levé,
tremblant violemment. Regardez-moi. J'ai hésité, puis j'ai lentement levé le regard. C'était une douleur physique de regarder un roi alpha dans les yeux. Un impératif biologique qui me criait de me soumettre, mais je me suis forcé. Comment vous appelez-vous? Marie, votre Altesse. Marie. Il a savouré le nom. Vous me mentez, Marie. Ce ne sont pas des chiots renégats. Les renégats ne portent pas les marques de la lignée du croissant boréal. L'air a quitté mes poumons. Il savait. La meute du croissant boréal avait été anéantie il y a 5 ans. C'était une extermination sanctionnée, ordonnée par le Conseil, si tant que la meute avait succombé à la folie et à la rébellion. Chaque membre était censé être mort. Abriter un survivant, c'était de la trahison. En abriter 3, c'était un acte de guerre. Ai-je suffoqué? Silence. Julien a émis un bruit sec. Il a regardé autour de la clairière, scannant les arbres à la recherche de témoins. Qui d'autre les connaît? Personne, ai-je chuchoté. Juste moi. S'il vous plaît, votre Altesse. Ce ne sont que des enfants. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent rien. Julien m'a regardé fixement, son expression illisible. Il a regardé les 3 chiots maigres frissonnant dans la neige, mâchant de vieux os. Puis il a regardé l'Oméga, mince, mal nourri, portant une cape de garde volée qui engloutissait sa silhouette, défiant le loup le plus puissant du continent pour les protéger. « Vous protégez des fantômes », a dit Julien froidement. Si Roussel savait qu'il y a des loups du croissant sur ces terres, il ne les tuerait pas seulement. Il les vendrait aux fosses de combat à l'Est. Leur sang les rend plus forts, plus rapides. Ce sont des marchandises précieuses, très précieuses. J'ai eu mal au cœur. Je ne laisserai pas ça arriver. Vous n'avez aucun pouvoir pour l'arrêter, a déclaré Julien, un fait brutal. Vous êtes une Oméga. Vous n'avez pas de griffes, pas de statut et pas d'autorité. Je les ai gardés en vie pendant 2 ans. Ai-je crié, le désespoir l'emportant sur ma peur. Je meurs de faim pour qu'ils puissent manger. Je gèle pour qu'ils puissent avoir chaud. Je suis la seule mère qu'ils connaissent. Les yeux de Julien se sont légèrement écarquillés. Pendant une fugitive seconde, le masque du roi a glissé, révélant une étincelle de respect ou peut-être de pitié. Elle a disparu aussi vite qu'elle est venue. « Prends-les », a-t-il ordonné. J'ai haleté, attrapant les chiots et les serrant contre ma poitrine. « Non, s'il vous plaît. » J'ai dit « prends-les », a précisé Julien en désignant la maison de la meute. « Pas à ça, pas au cachot, mais à mes quartiers. » J'ai cligné des yeux, mon cerveau fonctionnant au ralenti. « Vos quartiers? Pensez-vous qu'ils survivront une autre nuit ici? » a dit Julien, désignant le blizzard qui s'aggravait. La température baisse. La petite, la femelle, sa respiration est sifflante. Elle a une pneumonie. Elle sera morte au lever du soleil. J'ai regardé Lily, il avait raison. La respiration sifflante du chiot s'aggravait. « Pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Pourquoi nous aideriez-vous » Julien m'a tourné le dos, regardant les lumières lointaines de la maison de la meute. Parce que je n'aime pas les affaires en suspens et parce que l'Alpha Pierre est un menteur. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Si vous essayez de vous enfuir, je vous pourchasserai. Si vous en parlez à qui que ce soit, je vous exécuterai moi-même. Suivez-moi. La marche de retour vers l'aile des invités du manoir fut un flou de terreur. Julien nous a conduits par l'entrée de service, se déplaçant dans l'ombre avec une furtivité qui contredisait sa taille. Il se déplaçait comme un fantôme, évitant les patrouilles et les caméras, avec une facilité qui suggérait qu'il faisait cela souvent. Il nous a conduits à la suite penthouse, réservée aux invités de marque. Elle était immense, chaude et sentait le cuir coûteux. « Mettez-les dans la salle de bain », a ordonné Julien en désignant une pièce carrelée de marbre, plus grande que tout mon logement de sommeil. « Ouvrez l'eau tiède, pas chaude, tiède. Un choc thermique les tuerait si vous les réchauffez trop vite. » Je me suis dépêché d'obéir, introduisant les chiots confus dans la salle de bain.
J'ai ouvert l'eau, la vapeur en buant instantanément les miroirs. Les chiots, méfiants au début, se sont effondrés de soulagement lorsque la chaleur a atteint leur corps gelé. Quand je suis sorti, Julien était au téléphone. « J'ai besoin que le jet soit prêt pour le matin », disait-il. « Oui, 3 passagers supplémentaires, pas de manifeste. Non, ne posez pas de questions, Marc, faites-le. » Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Je me tenais maladroitement près de la porte, de l'eau dégoulinant de ma tunique effilochée sur le tapis moelleux. « Vous partez, ai-je dit, sentant le changement dans l'air. « Nous partons, a corrigé Julien. Je les emmène sur mon territoire, à la montagne de fer. Ils y seront en sécurité. Et moi, ai-je demandé, la peur s'installant dans mon estomac. Dois-je rester ici? Julien s'est dirigé vers un bar et s'est servi un verre de liquide ambré. Il a pris une gorgée, me regardant. Vous êtes la seule en qui ils aient confiance. Si je les prends sans vous, ils paniqueront. Ils hurleront et alerteront toute la maison. Vous venez avec nous. Mais j'appartiens à la meute de la forêt d'argent. Ai-je bégayé? Je ne peux pas partir comme ça. C'est une désertion. Julien a posé le verre. Il s'est approché de moi jusqu'à ce qu'il me surplombe, me forçant à pencher la tête en arrière. De près, ses yeux étaient des tourbillons hypnotisants de charbon de bois et d'argent. Vous n'appartenez à personne, a-t-il dit doucement. Vous êtes une louve qui a défié la mort pendant 2 ans pour protéger des enfants qui ne sont pas de votre sang. Cela fait de vous une plus grande guerrière que n'importe lequel des soldats de pierre. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une petite bourse en velours. Il l'a jetée sur la table. Elle a atterri avec un lourd tintement. Faites vos affaires. Nous partons à 4 heures du matin. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en regardant la bourse. Ça, Washkoyen, a dit Julien en se dirigeant vers les portes du balcon. Est le prix que je vais payer à Pierre pour vous. Je vous achète. J'ai senti une vague de honte. J'étais vendu comme du bétail. Ne semblez pas si insulté, a dit Julien sans se retourner. Je viens de payer 10 millions de dollars pour une Oméga. Vous devriez être flatté. Maintenant, allez laver les chiots. Ils sentent la décharge. Je me suis retiré dans la salle de bain, l'esprit embrouillé. Je partais. J'allais à la montagne de fer, le bastion du roi Alpha. C'était connu comme le territoire le plus dangereux, le plus brutal du royaume des loups-garous. Parfois, la nuit, quand je ne pouvais pas dormir dans cette suite immense, je pensais à ma mère. À la façon dont elle disait toujours « Méfie-toi des belles promesses, ma petite Marie, surtout quand elles viennent de trop haut. » Elle parlait des marchands ambulants qui venaient au village avec leurs charrettes pleines de babioles clinquantes, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle pensait à plus que ça. Ici, à la montagne de fer, tout semblait trop beau pour être vrai. Les repas, la chaleur, cette gentillesse inhabituelle, voire calculatrice, de la part de l'Alpha. Et mon père, il répétait souvent que la perfection n'existe pas, que c'est une illusion dangereuse. J'avais appris ça à la dure, mais là, tout semblait parfait. Et ça me glaçait le sang plus que le froid de la forêt d'argent. Je me demandais si j'allais le payer un jour, ce confort si inattendu. Pendant que je frottais la boue de la fourrure de Léo, j'ai entendu frapper à la porte de la suite principale. La voix de Julien a résonné. « Entrez, Votre Altesse », a dit une voix affolée. C'était le Beta Holt, le second de Pierre Roussel, un homme cruel qui m'avait donné plus de coups que je ne pouvais en compter. « Nous avons une situation, une brèche dans le périmètre. »« Ah bon? » Julien semblait imperturbable. « Oui, nous avons trouvé des empreintes près du dépotoir, des petites et des empreintes d'Oméga. Nous pensons qu'un espion nourrissait des errants. J'ai gelé, la serviette suspendue au-dessus du dos de Léo. J'étais dehors pour fumer, a menti Julien, l'air de rien. Je n'ai rien vu. Mais l'odeur, monsieur, a insisté Holt, ça sent les loupes du croissant. Vieilles odeurs, mais distinctes. Il y a eu une pause, un long silence terrifiant. Vous mettez en doute mes sens, Beta Holt? La voix de Julien était un grondement bas, vibrant à travers les murs. Non, non, Votre Altesse, jamais. A bégayé Holt.
C'est juste que s'il y a des survivants du croissant, ils doivent être purgés. C'est la loi. Si je vois quoi que ce soit, a dit Julien, le renvoi clair dans son ton, je m'en occuperai. Laissez-moi. La porte a cliqué, se fermant. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Il avait menti pour moi. Le roi Alpha avait menti pour me protéger. Mais en regardant les chiots, maintenant plus propres, révélant les marques indéniables de l'étoile blanche de la lignée bannie, j'ai réalisé que le danger ne faisait que commencer. Julien Leclerc ne faisait pas de faveurs. Il faisait des investissements, et je n'avais aucune idée du prix qu'il exigerait finalement pour celui-ci. J'ai séché les chiots et suis retourné dans la pièce principale. Julien était assis dans un fauteuil, lisant un dossier. « Ils sont propres », ai-je dit doucement. Julien a levé les yeux, son regard m'a balayé, s'attardant un instant sur mon visage, maintenant exempt de la suie de cuisine que je portais habituellement. « Vous avez des yeux comme le ciel d'hiver », a-t-il murmuré, presque à lui-même. Puis il s'est raclé la gorge et s'est levé. « Dormez sur le canapé. Demain, vous deviendrez une fugitive. » Je me suis recroquevillé sur le canapé en cuir, les 3 chiots se blottissant instantanément sur moi. Tandis que je m'endormais, j'ai regardé le roi Alpha. Il ne dormait pas. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Une sentinelle silencieuse gardant la chose même qu'il avait juré de détruire. Ce que je ne savais pas, c'est que Julien ne les gardait pas seulement. Il se souvenait. Il se souvenait d'une nuit il y a 5 ans, d'un incendie et d'une promesse qu'il avait faite à une femme mourante. Les chiots n'étaient pas de simples survivants. Et moi, Marie, je n'étais pas une simple sauveuse. Nous étions la clé de sa rédemption ou de sa ruine. Le tarmac de la piste d'atterrissage privée était glissant de glace. Le vent hurlait comme une bête mourante, mais le Gulfstream G650 qui attendait sur la piste ressemblait à un sanctuaire de chaleur et d'acier. J'ai serré le paquet de couverture contre ma poitrine. À l'intérieur, 3 petits cœurs battaient à l'unisson rapide. Je gardais la tête baissée, mes yeux fixés sur l'arrière des bottes de Julien, alors qu'il avançait vers le jet avec la confiance d'un homme qui possédait le ciel. « Halte !» a crié une voix derrière nous. J'ai gelé, la terreur montant dans mes veines. Je me suis retourné pour voir l'Alpha Pierre Roussel trébucher hors des portes du terminal, flanqué de 4 de ses enforceurs. Son visage était violet de rage et de froid. « Leclerc !» a rugi Pierre, ignorant le protocole d'adresse à un roi. « Vous ne pouvez pas la prendre comme ça. Cette Oméga est la propriété de la meute de la forêt d'argent. Elle a des devoirs. » Julien s'est arrêté. Il ne s'est pas retourné immédiatement. Il a fait signe à son propre service de sécurité, 2 hommes massifs nommés Théo et Marc, de se tenir prêts. Il s'est retourné lentement, le vent d'hiver fouettant son manteau sombre autour de ses jambes. « Propriété ?» a demandé Julien, sa voix portant sans effort par-dessus le vent. « Je crois que nous avons réglé la transaction Roussel. Les fonds ont déjà été transférés sur votre compte offshore personnel. 10 millions. » Pierre a hésité, la cupidité luttant contre la fierté. « L'argent, c'est bien, mais la prendre si brusquement, ça fait mauvaise impression. Ça donne l'impression que je suis faible. » Julien a ri. C'était un son sombre et sec. « Vous êtes faible, Roussel. Vous laissez des enfants mourir de faim à votre frontière pendant que vous festoyez avec du bœuf importé. Vous laissez votre meute pourrir pendant que vous achetez des voitures de sport. » Il a fait un pas vers l'Alpha balbutiant. J'ai acheté la fille parce que j'en avais marre de voir ses côtes saillir à travers son uniforme. Considérez ça comme un don de bienfaisance. Maintenant, à moins que vous ne vouliez que le conseil audite vos dossiers financiers, que je suis sûr sont impeccables, vous nous laisserez embarquer. Pierre a pâli. La menace d'un audit était une condamnation à mort pour un chef corrompu. Il a agité la main de manière dédaigneuse, bien que ses yeux brûlent de haine. « Prenez la poubelle, alors. Elle est inutile de toute façon. Marchandise abîmée. » J'ai tressailli. Marchandise abîmée.
C'est tout ce que j'avais toujours été. La mâchoire de Julien s'est contractée, un muscle frémissant dans sa joue. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait tuer Pierre là, sur le coup. Mais il s'est simplement retourné et a posé une main sur le bas de mon dos, un contact qui a brûlé à travers mes fines couches de vêtements. « Marche », a-t-il murmuré, « ne regarde pas en arrière. » Une fois à l'intérieur du jet, le silence fut instantané et luxueux. La cabine sentait le cuir et l'eau de colonnes coûteuses. Je me tenais dans l'allée, serrant les chiots, effrayé de m'asseoir sur les sièges crème avec mes vêtements sales. « Asseyez-vous », a ordonné Julien en retirant son manteau. « Je vais salir le cuir, Votre Altesse, » ai-je chuchoté. « Je peux acheter un nouvel avion. Je ne peux pas acheter de nouveaux nerfs. Asseyez-vous avant de vous effondrer. » Je me suis assise avec précaution sur le bord d'un fauteuil inclinable. Tandis que l'avion roulait et décollait, les chiots se sont dégagés. Léo, le plus audacieux, a immédiatement sauté sur la table en acajou. Pipo a reniflé le tapis. Lily, qui sifflait toujours un peu, s'est recroquevillée sur mes genoux. Julien était assis en face de moi, se servant une eau pétillante. Il a regardé Léo mâcher un sous-verre. « Ils sont audacieux », a-t-il noté. La plupart des chiots se seraient recroquevillés. Ils devaient être audacieux pour survivre, ai-je dit, trouvant une once de courage. La peur vous tue en hiver. « Et vous ?» a demandé Julien, ses yeux gris me perçant. « Vous êtes un oméga, vous devriez vous recroqueviller. Pourtant, vous avez regardé Pierre dans les yeux quand il vous a crié dessus. » Je ne l'ai pas regardé, ai-je corrigé doucement. J'ai regardé ses chaussures et je n'étais pas courageuse. Je savais juste que s'il me reprenait, il tuerait les chiots. Julien a fait tournoyer son eau. Vous êtes loyal, c'est un trait rare. La plupart des loups dans votre position auraient vendu ces chiots pour un repas chaud et un meilleur lit. C'est ma meute, ai-je dit simplement. Ce sont la meute du croissant, a corrigé Julien, sa voix baissant. Savez-vous ce que cela signifie, Marie? J'ai secoué la tête. Je sais qu'ils sont bannis. Je sais que le Conseil a dit qu'ils étaient des traîtres. Le Conseil ment, a dit Julien, regardant les nuages par la fenêtre. La meute du croissant boréal n'a pas été détruite parce qu'ils étaient des traîtres. Ils ont été détruits parce que leur alpha a refusé de s'incliner devant l'influence corruptrice de l'Ancien Régime. C'étaient les guerriers les plus forts que nous ayons eus, et ils ont été massacrés pour cela. Il a regardé les chiots. Si le Conseil découvre que je les abrite, ils me destitueront de mon titre. Ils viendront pour ma tête. Mes yeux se sont écarquillés. Alors pourquoi? Pourquoi risquer ça pour 3 errants? Julien s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, parce que l'alpha de la meute du croissant était mon meilleur ami, et je lui dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. La révélation a plané dans l'air, lourde et solennelle. J'ai regardé les chiots avec des yeux nouveaux. Ce n'étaient pas de simples orphelins indésirables. Ils étaient la dernière royauté d'un royaume déchu. Le vol a duré 4 heures. Alors que nous commencions notre descente, PBCM, Botsanam, le paysage a changé des forêts grises et plates de la forêt d'argent aux pics imposants et dentelés. La montagne de fer, ce n'était pas seulement un territoire, c'était une forteresse. Tandis que le jet traversait la couverture nuageuse, j'ai haleté. La maison de la meute était une citadelle moderne tentaculaire construite à flanc d'une immense montagne de granit. Le verre et l'acier jaillissaient de la paroi rocheuse, dominant une vallée qui grouillait d'une précision militaire. « Bienvenue au bastion », a dit Julien. Quand nous avons atterri, il n'y a eu pas de cris chaotiques, pas de gardes ivres. Une flotte de SUV noirs attendait en ligne parfaite. Des hommes et des femmes en tenue tactique sombre et impeccable se tenaient au garde-à-vous. « Nous opérons différemment ici », a expliqué Julien alors qu'il m'introduisait, moi et les chiots, dans la voiture de tête. La forêt d'argent est une meute, la montagne de fer est une armée. J'ai ressenti un nouveau genre de peur. À la forêt d'argent, j'étais invisible.
Ici, sous l'œil vigilant de centaines de soldats disciplinés, il n'y avait nulle part où se cacher. Alors que nous nous arrêtions devant l'entrée principale de la citadelle, les portes ont été ouvertes par une femme d'apparence sévère avec une tablette. « Bienvenue, Alpha », a-t-elle dit avec efficacité. « Le général Dubois vous attend dans la salle de guerre. » Et elle a hésité, jetant un coup d'œil à moi et au paquet de chiots gigotants. « Dame Sophie est dans l'atrium. Elle a entendu dire que vous ameniez une invitée. » Julien a soupiré, un son de profond agacement. « Bien sûr qu'elle l'est. » Il s'est tourné vers moi. « Restez près de moi. Ne parlez que si je vous le dis. Les loups ici ne sont pas cruels comme ceux de Pierre, mais ils se méfient des étrangers, surtout des omégas. » J'ai hoché la tête, serrant Lily plus fort. Je suis sorti de la voiture et suis entré dans le grand atrium de la citadelle. C'était à couper le souffle. De hauts plafonds, des cascades ruisselant sur des murs de pierre et des sols en obsidienne polie. Mais je n'ai pas vu l'architecture. J'ai vu la femme debout au centre de la pièce. Elle était magnifique, grande, avec de longs cheveux blonds et portant une robe blanche qui semblait coûter plus que ma vie entière. Elle sentait les roses coûteuses et la jalousie acérée. Sophie, la fille du bêta du pack, est la femme que tout le monde supposait être un jour la Luna de Julien. Les yeux bleus de Sophie m'ont parcouru, mes cheveux sales, ma cape de garde trop grande, mes bottes usées. Puis son regard est tombé sur les chiots. « Julien » a-t-elle roucoulé, s'avançant pour embrasser sa joue, bien qu'il se soit subtilement penché en arrière. « Vous êtes de retour et vous avez apporté des animaux de compagnie. »« J'ai apporté des invités, » a dit Julien fermement. « Sophie, c'est Marie, elle restera dans l'aile est. » « L'aile est ?» Le sourire de Sophie a vacillé. « Mais c'est la suite royale. Vous voulez sûrement dire les quartiers des domestiques. Je peux demander à la gouvernante d'installer un lit de camp dans la buanderie. » J'ai dit l'aile est. La voix de Julien ne laissait aucune place à la discussion. Marie est sous ma protection personnelle. Quiconque lui manque de respect me manque de respect. Sophie a tourné son regard vers moi. C'était un regard de pur venin concentré. J'ai reculé, sentant le danger. Cette femme était un autre type de prédateur que l'alpha Pierre. Pierre était un marteau brutal. Sophie était une aiguille empoisonnée. « Bonjour Marie » a dit Sophie, sa voix douce comme du sirop. « Bienvenue à la montagne de fer. J'espère que vous survivrez à l'altitude. Est-ce difficile pour les constitutions plus faibles de respirer ici? » L'aile est était plus grande que toutes les casernes des serviteurs de la forêt d'argent. Je me suis tenu au centre de la chambre, accablé. Il y avait un lit king-size avec des draps en soie, une cheminée qui rugissait de chaleur et une fenêtre du sol au plafond donnant sur la vallée enneigée. « C'est réel ?» ai-je chuchoté à Lily qui était en train de se battre avec un oreiller en velours. 24 heures s'étaient écoulées depuis notre arrivée. Julien avait disparu dans des réunions immédiatement après la confrontation dans l'atrium, me laissant seul avec le personnel. À leur crédit, le personnel de la montagne de fer était professionnel. Ils ont apporté de la nourriture, de la vraie nourriture, poulet rôti et légumes frais, et des vêtements. Mais ils ne m'ont pas parlé. Ils m'ont observé. J'étais l'animal de compagnie de l'alpha. C'était le murmure que j'entendais dans les couloirs. L'oméga qu'il avait acheté pour 10 millions. Un coup à la porte m'a fait sursauter. « Entrez » ai-je couiné. La porte s'est ouverte et un homme en blouse blanche est entré. Il était plus âgé, avec des yeux gentils et l'odeur d'antiseptique et de sauge. « Bonjour, mademoiselle Marie. Je suis le docteur Rousseau. L'alpha m'a demandé de prendre des nouvelles des petits. » Je me suis légèrement détendu. « S'il vous plaît, juste Marie, et merci, Lily, la petite grise. Elle tousse encore la nuit. » Le docteur Rousseau a hoché la tête et s'est agenouillé sur le tapis. Il était doux, attirant les chiots avec des friandises. Il les a examinés attentivement, vérifiant leurs dents, leurs yeux et leurs réflexes. Quand il a examiné Léo, il a marqué une pause.
Il a sorti une petite lampe de poche de sa poche et l'a braquée dans les yeux de Léo. La pupille ne s'est pas seulement contractée, elle a pulsé d'un léger anneau doré. Le docteur Rousseau a éteint la lumière et s'est assis sur ses talons, son visage pâle. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé, la panique montant. « Non », a dit le docteur Rousseau lentement. « Pas mal, mais dangereux. » Il m'a regardé. L'alpha m'a dit d'où il venait, mais il ne m'a pas dit qui ils étaient. Je ne sais pas qui étaient leurs parents, ai-je menti, bien que mon cœur batte la chamade. Ce ne sont pas seulement des loupes du croissant, a chuchoté le docteur Rousseau. Cet anneau doré dans l'iris, c'est de la marque de la lignée de l'alpha suprême. Cela n'a pas été vu depuis 50 ans. Ces chiots, l'un d'eux est destiné à être un roi des rois. J'ai couvert ma bouche. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Je ne rends compte qu'à l'alpha Julien, m'a assuré le docteur Rousseau. Mais vous devez être prudente. Si Sophie ou son père, le général Dubois, le découvrent, ils verront ces enfants comme une menace pour le règne de Julien. Ils essaieront de les éliminer. Il s'est levé et a rangé son sac. Je laisserai des médicaments pour la petite femelle. Gardez-les à l'intérieur. Les murs ont des oreilles ici. Après son départ, j'ai senti le luxe de la pièce se refermer sur moi. C'était une cage dorée. J'étais à l'abri du froid, mais j'étais piégé dans un nid de vipères. Plus tard cet après-midi-là, une servante est apparue. L'alpha demande votre présence dans le jardin pour le thé. Je me suis habillé rapidement dans la simple robe grise que le personnel avait fournie. C'était de la laine de haute qualité, épousant parfaitement ma silhouette élancée, mais je me sentais comme une usurpatrice. J'ai suivi la servante à travers les couloirs sinueux jusqu'au jardin d'hiver intérieur. Un immense dôme de verre rempli de plantes exotiques qui fleurissaient malgré la neige à l'extérieur. Julien était assis à une table en fer forgé, lisant une tablette. Mais il n'était pas seul. Sophie était là, versant du thé, l'air d'être la reine du château. « Ah, la petite errante arrive », a dit Sophie sans lever les yeux. Julien a levé les yeux, son expression illisible. « Asseyez-vous, Marie. » Je me suis assise, gardant les yeux baissés. « J'espère que la chambre est à votre goût, » a demandé Julien. « C'est magnifique, votre Altesse. Trop pour moi. » « N'importe quoi, » a interrompu Sophie. « Julien adore collectionner les choses brisées. Il a un complexe de bienfaisance. C'est assez mignon, en fait. » Elle a poussé une tasse de thé vers moi. « Dites-moi, Marie, quel était votre rang à la Forêt d'Argent? Nettoyeuse de latrines? Lavandière? » Je travaillais dans les cuisines, et je dis doucement. « Fascinant, » a traîné Sophie. « Et maintenant, vous vous asseyez à la table de l'alpha. Ça doit être un sacré choc culturel. Savez-vous seulement quelle fourchette utiliser? » « Sophie, » a averti Julien, sa voix basse. « Je demande juste, Julien, nous ne voulons pas qu'elle se ridiculise au bal du solstice la semaine prochaine. » J'ai gelé. « Un bal? » « Oui, » dit Julien, « le bal du solstice de la montagne de fer est une tradition. Tous les membres de la meute y assistent, y compris vous. »« Oh, sûrement pas, » a ri Sophie, cruellement. « Julien, elle ne peut pas y assister. C'est une oméga. Elle sentira... Eh bien, elle sentira comme eux. Et que porterait-elle? Un tablier? Elle y assistera, » a dit Julien, ses yeux se fixant sur ceux de Sophie. « Et elle sera mon invitée d'honneur. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Le sourire parfait de Sophie a disparu. « Invitée d'honneur » a-t-elle sifflé. « Plutôt que moi, je suis la fille du bêta. J'organise l'événement. »« Et vous faites un travail merveilleux, » a dit Julien calmement. « Mais Marie a ses nouvelles dans notre meute. Nous devons lui montrer notre hospitalité. » Sophie s'est levée, ses mains tremblantes de rage. Elle s'est penchée sur la table vers moi. « Vous croyez avoir gagné à la loterie, n'est-ce pas? Vous croyez que parce qu'il vous a acheté et vous a donné un lit chaud, vous comptez? Vous n'êtes qu'un caprice passager, un jouet. » Elle a tendu la main et a accidentellement renversé la théière. Du liquide brûlant a éclaboussé ma main et mon tour. J'ai crié en sautant.
La douleur était vive et immédiate. Oh, quelle maladroite. A souri Sophie. Avant que je ne puisse réagir, une ombre a bougé. Julien était là. Il ne m'a pas vérifié d'abord. Il s'est tourné vers Sophie. Un grognement bas et tonitruant a éclaté de sa poitrine. Un son si primal qu'il a fait trembler les vitres de la serre. Dehors. Sophie a reculé, une peur sincère dans ses yeux. Julien, c'était un accident. Si jamais vous la touchez à nouveau, a grondé Julien, ses yeux brillants d'un argent éclatant et terrifiant, j'oublierai le rang de votre père et j'oublierai notre amitié. Je vous déchirerai. Dehors. Sophie a fui, ses talons claquant frénétiquement sur le chemin de pierre. Julien s'est tourné vers moi. La rage a disparu de son visage, remplacée par une intense inquiétude. Il a saisi ma main, examinant la peau rouge et boursouflée. « Elle vous a brûlé », a-t-il murmuré. « Ça va », ai-je balbutié, essayant de me retirer. La proximité était écrasante. J'ai eu de pères brûlures des fours. « Vous n'êtes plus au four », a dit Julien fermement. Il a fait quelque chose alors qui m'a choqué. Il a porté ma main à sa bouche. Il ne l'a pas embrassée. Il a léché la brûlure. J'ai haleté. La salive d'Alpha avait des propriétés curatives, mais c'était un acte intime, une revendication. Tandis que sa langue apaisait la peau rouge et irritée, j'ai senti un choc électrique remonter mon bras et s'installer profondément dans mon ventre. Julien s'est retiré, ses yeux sombres. J'aurais dû mieux vous protéger. J'ai sous-estimé sa jalousie. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix haletante. Pourquoi vous souciez-vous autant? Je ne suis personne. Julien s'est rapproché, me serrant contre la table. Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts se sont attardés sur ma mâchoire. Vous êtes la seule personne en 10 ans qui m'a regardé et n'a pas vu un roi ou une arme, a-t-il dit doucement. Vous avez vu un homme et vous m'avez fait confiance avec la seule chose que vous aimiez. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien. Et le docteur Rousseau m'a parlé des chiots, de l'or dans leurs yeux. Je me suis raidi. Vous saviez, a chuchoté Julien. N'est-ce pas? Je m'en doutais, ai-je admis. Léo, parfois il commande les autres, même moi, et nous obéissons juste, ce n'est pas normal. Non, a acquiescé Julien, c'est la royauté. Il s'est redressé, la distance est revenue, mais la chaleur est restée. Reposez-vous, Marie. Vous avez un bal à préparer, et je dois m'assurer que lorsque vous entrerez dans cette salle de bal, personne n'osera remettre en question votre présence à mes côtés. Alors qu'il s'éloignait, j'ai regardé ma main. La brûlure s'estompait déjà, ne laissant qu'un léger picotement. J'ai réalisé alors que le danger n'était pas seulement Sophie. Le danger était de tomber amoureuse d'un roi qui m'utilisait pour protéger l'héritage d'un ami mort. Où était-ce le cas? Je ne savais plus quoi penser. Les sentiments s'est désordonné. On a beau essayer de tout rationaliser, de se dire « ça c'est de la peur » et « ça c'est de la gratitude », mais au final tout se mélange. Je ressentais de la peur, bien sûr, mais aussi une étrange excitation, une forme de protection. Et Julien, était-il un protecteur ou un stratège? Un peu des deux, sans doute. C'est ça qui est compliqué. Rien n'est jamais simple. Dans l'ombre de la serre, cachée derrière une immense fougère, une silhouette les regardait partir. Ce n'était pas Sophie. C'était le général Dubois, le père de Sophie. Il tenait un téléphone à son oreille. « C'est confirmé », a-t-il chuchoté dans l'appareil. « Les chiots sont du croissant et l'oméga, elle est la faiblesse. Nous l'éliminons et le roi s'effondrera. » La nuit du bal du solstice est arrivée avec une vengeance. Je me tenais devant le miroir en pied, me reconnaissant à peine. La robe de velours bleu nuit coulait comme de l'eau liquide, et des clips de diamants captaient la lumière dans mes cheveux brillants. Je ne ressemblais pas à une servante de cuisine. Je ressemblais à une guerrière en armure. « Vous ressemblez à une Luna », a dit le docteur Rousseau, entrant pour surveiller les chiots endormis. « Allez leur montrer à quoi ressemble la force. »
Je suis entré dans le couloir où Julien m'attendait. Il portait un uniforme militaire de cérémonie anthracite, l'air dangereux et royal. Il s'est arrêté, ses yeux gris me dévorant. « Vous êtes formidable », a-t-il murmuré, me tendant son bras. « Êtes-vous prête à commencer une guerre ?» « Marie, je croyais que nous allions danser, ai-je chuchoté. « Dans mon monde, » a-t-il répondu en me conduisant au grand escalier. « Ce sont la même chose. » La salle de bal s'est tue alors que nous descendions. J'ai senti des centaines d'yeux, curieux, méprisants, jaloux. Sophie se tenait près de l'orchestre, dans un rouge écarlate criard, serrant sa coupe de champagne comme une arme. À côté d'elle, le général Dubois observait avec la précision froide d'un tireur d'élite. Julien m'a conduite au centre de la piste. Alors que l'orchestre entamait une valse envoûtante, le monde s'est rétréci à nous deux. Pourquoi faire de moi une cible? Ai-je demandé haletante tandis qu'il me faisait valser. Vous étiez déjà une cible, a dit Julien en me rapprochant. Maintenant, vous êtes une cible sous mon drapeau. Pendant 5 ans, je n'ai ressenti que le devoir. En 3 jours, vous et ces chiots avez percé des parties de moi que je pensais mortes. Le moment était parfait, jusqu'à ce qu'il se brise. Trop touchant. Une voix a fendu l'air. Sophie est entrée sur la piste. Le roi qui danse avec l'aide-cuisine. Avez-vous récuré les sols avant d'enfiler cette robe, Marie? Julien s'est arrêté, ses yeux s'assombrissant. Vous interrompez, Sophie. Je vous sauve de l'embarras. C'est une Oméga. Elle appartient aux Schnills, pas à la salle de bal. J'ai senti la vieille peur monter, mais j'ai ensuite pensé à Léo, Pipo et Lily. Je me suis dégagé de l'étreinte de Julien. Je suis peut-être une Oméga, a retenti ma voix clairement. Mais j'ai gardé 3 enfants en vie dans un blizzard, pendant que des loups de haut rang comme vous restaient au coin du feu à se plaindre du vin. La force ne réside pas dans le rang, Sophie. Elle réside dans ce que vous pouvez endurer sans briser. La pièce a haleté. Sophie est restée figée, stupéfaite par la défiance. Julien a souri, un regard de fierté pure. Bien dit. Soudain, les doubles portes ont explosé avec un fracas assourdissant. Sécurisez la pièce! Le général Dubois a fait éruption, flanqué d'une escouade de soldats armés en tenue tactique. La musique s'est arrêtée instantanément. Des cris ont éclaté parmi les invités. « Général Dubois !» a rugi Julien, s'interposant devant moi. « Vous osez apporter des armes dans mon bal du solstice? J'ose protéger cette meute !» a crié Dubois, marchant vers le centre. Il a brandi un document estampillé. « J'ai un mandat du Haut Conseil pour arrêter l'Oméga Marie pour haute trahison et abriter des ennemis de l'État. » C'est un mensonge. L'aura de Julien a éclaté si violemment qu'une tour de champagne à proximité s'est brisée. Elle est sous ma protection. « Votre protection ne prime pas sur le Conseil, » a rétorqué Dubois froidement. « Nous avons la preuve qu'elle élève des survivants de la lignée du croissant pour vous renverser. Frappez-moi, Julien, et vous déclarez la guerre au Conseil. Une Oméga vaut-elle la vie de tous ceux qui sont dans cette pièce? » Julien a hésité, le poids de la couronne lourd sur ses épaules. Il avait l'air prêt à tuer, mais il était piégé. Dans ce silence, j'ai fait mon choix. Je ne pouvais pas le laisser tout perdre. « Je me rends », ai-je dit doucement. « Non !» Julien m'a attrapé le bras. « Laissez-moi partir !» ai-je chuchoté, les larmes coulant. « Sauvez la meute, sauvez les chiots. Ne le combattez pas ici. » J'ai marché vers Dubois, les poignets tendus. « Prenez-moi !» Dubois a souri, montrant des dents de prédateur. « Mais notez-le. » C'est là que j'ai été entraîné hors de la salle, loin de Julien, loin des chiots. Les cellules de détention sous la citadelle étaient creusées directement dans le substrat rocheux de granit de la montagne, froide, humide et sentant la rouille. Je me suis assis sur le lit de métal, ma robe de velours ruinée s'étalant autour de moi comme une contusion. La lourde porte en acier a gémi en s'ouvrant. Ce n'était pas Julien. C'était le général Dubois. Il est entré avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui tenait toutes les cartes.
traînant une chaise pour s'asseoir en face de moi. Il a posé une tablette sur la table. Confortable? A-t-il raillé? Où sont-ils? Ai-je exigé, ma peur remplacée par la rage d'une mère. Voyez par vous-même. Il a tapoté l'écran. Une vidéo en direct montrait un laboratoire blanc stérile à l'intérieur d'une cage en acier. Léo, Pipo et Lily étaient blottis ensemble, terrifiés. Ils sont vivants, a dit Dubois, pour l'instant. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix tremblante. Ce ne sont que des enfants. Innocents? Dubois a ri sombrement. Ce garçon, Léo, est un alpha suprême, l'apogée génétique de notre espèce. S'il grandit, sa seule voix pourrait commander des armées. Je ne laisserai pas un monstre génétique détruire la meute que j'ai bâtie. Il s'est penché près. J'ai besoin de son sang. Une fois que j'aurai synthétisé un sérum, je pourrai donner à mes soldats la force d'un roi sans la politique salissante. Julien vous arrêtera, ai-je craché. Julien laisse maîtriser, a souri Dubois en se levant. Le temps qu'il se libère, les chiots seront morts de l'extraction et vous aurez tragiquement succombé à la maladie. La procédure commence dans 20 minutes. Il a claqué la porte, me laissant hurler en silence. Je me suis effondré sur le lit, sanglotant impuissante, jusqu'à ce qu'un léger tapotement à la fenêtre haute attire mon attention. Dehors, dans le blizzard, un énorme loup gris a pressé son visage contre les barreaux. Il s'est transformé en forme humaine. Marc, le sentinelle. Marc, ai-je haleté. Prends ça, a-t-il chuchoté, faisant passer une carte clé à travers les barreaux. Le roi se bat pour sortir, mais il a envoyé un ordre aux loyalistes. Sauvez l'Oméga, sauvez les chiots, allez au labo au niveau 4, utilisez les conduits d'aération. Je n'ai pas hésité. J'ai glissé la carte. Lumière verte, j'étais dehors. J'ai trouvé le conduit de service et me suis faufilé à l'intérieur, rampant à travers la poussière jusqu'à ce que je voie de la lumière filtrée d'en bas. Le laboratoire, 2 scientifiques en combinaison hazmat préparaient une table. J'ai donné un coup de pied de la grille et suis tombé du plafond, atterrissant dans un nuage de poussière. J'ai attrapé un lourd plateau métallique et l'ai balancé, assommant le premier scientifique. Le second s'est jeté sur la lame. Je l'ai plaqué, mais il était plus fort, me repoussant contre le comptoir. Il a levé le poing pour frapper. Soudain, un grognement vibrant et bas a rempli la pièce. Léo se tenait debout dans la cage. Ses yeux n'étaient plus bruns. Ils brillaient d'un or fondu. Il n'a pas aboyé. Il a fixé le verrou de la porte de la cage. Le métal est devenu rouge, puis blanc, et a finalement fondu comme de la cire, dégoulinant sur le sol. Léo est sorti, son ombre s'étirant à travers la pièce. Il a émis un aboiement sec et autoritaire. Le scientifique a gelé, serrant sa tête tandis que son instinct de loup hurlait « Soumission ». Il est tombé à genoux, paralysé par l'aura pure du chiot. « Léo !» Je me suis précipité. L'or a pâli de ses yeux alors qu'il me léchait de la main. « Il faut y aller !» J'ai rassemblé les chiots et j'ai couru. Ils ont éclaté par la sortie de secours dans la cour gelée, le blizzard les aveuglant. « Le garage !» ai-je crié, protégeant les chiots du vent. Soudain, un projecteur nous a aveuglés. « Vous allez quelque part ?» J'ai levé les yeux. Le général Dubois se tenait sur la passerelle au-dessus, un fusil de sniper pointé sur ma poitrine. À côté de lui se tenait Sophie, souriant cruellement. « Tirez, père !» a crié Sophie. « Je veux qu'elle soit morte !» Dubois a visé. J'ai tourné le dos au tireur, enroulant mon corps autour des 3 chiots. J'ai fermé les yeux, attendant la fin. Boum! Le coup a retenti, mais je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai ouvert les yeux. Debout devant moi, une fléchette tranquillisante plantée dans son énorme épaule, se tenait un monstre. Un loup noir de 2 mètres de haut, grondant d'une rage qui faisait trembler la terre. Julien était arrivé, et le roi de la montagne de fer était parti en guerre. La cour a éclaté dans le chaos. Julien n'est pas tombé. La fléchette tranquillisante,
suffisante pour faire tomber un grizzly, semblait seulement alimenter sa rage. Avec un grognement qui a vibré dans la poitrine de chaque loup présent, l'énorme loup noir a arraché la fléchette de son épaule et s'est lancé dans les airs. Le général Dubois a crié reculant alors qu'il essayait de viser son fusil à nouveau, mais ses mains tremblaient trop violemment. Clic. L'arme s'est enrayée. Julien était sur lui. Il n'a pas tué le général instantanément. Il a balayé sa patte massive, envoyant Dubois voler contre le mur de briques avec un craquement répugnant. Le général a glissé au sol, brisé et haletant. Dans la neige, j'ai regardé, serrant les chiots. « Il faut bouger », ai-je chuchoté. « Pas si vite, ordure. » Je me suis retourné. Sophie était là, brandissant un couteau de chasse dentelé, son visage déformé par une haine pure et laide. Elle s'est jetée, non pas sur moi, mais sur Lily. « Si je ne peux pas avoir l'alpha, » a sifflé Sophie, « alors vous n'aurez pas vos petits animaux de compagnie. » Je n'ai pas réfléchi. La servante de cuisine terrifiée est morte à ce moment-là. J'ai fait un pas en avant, j'ai attrapé une poignée de neige glacée et je l'ai jetée dans les yeux de Sophie. Alors que Sophie hurlait, aveuglée, je l'ai plaquée au sol. Elles ont frappé le sol gelé durement, mais j'ai lutté avec la force désespérée et sauvage d'une mère. J'ai épinglé le poignet de Sophie, le frappant contre la glace jusqu'à ce que le couteau glisse. « Vous n'êtes rien !» a crié Sophie. « Vous êtes une oméga. C'est moi qui l'ai choisi. » J'ai rugi en retour. J'ai porté un solide coup de poing à la mâchoire de Sophie, assommant l'autre femme sur le cou. Je me suis redressé, respirant difficilement. Les combats avaient cessé. Julien, redevenu humain, se tenait au-dessus du corps brisé du général Dubois. « C'est fini !» a grondé Julien. « Pas encore !» a râlé Dubois, du sang moussant sur ses lèvres. Il a sorti un détonateur à distance de sa poche. Le périmètre est piégé avec du C4. Si je meurs, la montagne s'effondre. La lignée de l'Alpha suprême meurt ce soir. Julien a gelé. Il pouvait briser le cou de Dubois, mais pas avant que le bouton ne soit pressé. Le silence dans la cour était absolu. Puis un petit grognement est fendu le vent. Léo est sorti du paquet de couverture. Le chiot a traversé la neige profonde jusqu'au général. Ses yeux ont commencé à briller. Pas un scintillement, mais un or aveuglant et radieux. La pression atmosphérique a chuté et un bourdonnement comme de l'électricité statique a rempli la cour. Léo a ouvert la bouche. Il n'a pas aboyé. Il a parlé dans l'ancienne langue. « Agenouille-toi ». L'ordre a frappé la cour comme une onde de choc physique. Ce n'était pas une demande, c'était une loi biologique. Je suis tombé à genoux. Les soldats sont tombés. Même Julien a été forcé de s'incliner, sa tête baissant par révérence instinctive. Dubois a crié alors que son corps le trahissait. Ses doigts se sont figés, sa colonne vertébrale s'est courbée, et son visage a été forcé dans la neige par un poids invisible et écrasant. Le détonateur est tombé sans danger de sa main paralysée. Léo se tenait là, un tout petit chiot maigre, brillant de la puissance d'un dieu. Il a regardé Dubois, l'a reniflé avec dédain, puis est retourné vers moi, la lumière dorée s'estompant. Il m'a léché le nez, redevenu un simple chiot. Julien s'est levé lentement, regardant le chiot avec admiration. « La prophétie », a-t-il chuchoté. « Les rois d'antan sont revenus. » Il a fait signe à ses gardes loyaux. « Prenez Dubois et sa fille, jetez-les dans la cellule la plus profonde que nous ayons. » Tandis que les traîtres étaient emmenés, Julien a enroulé sa chemise déchirée autour de mes épaules. « Tu les as sauvés, a-t-il dit, me serrant, moi et les chiots, dans ses bras. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, ai-je répondu. 6 mois plus tard, le printemps était arrivé à la montagne de fer. La citadelle bourdonnait d'activité pour la cérémonie de couronnement. Je me tenais sur le balcon, lissant la jupe de ma robe de soie blanche. Je ne portais plus la tunique d'une servante. Je portais des robes tissées d'argent de la Luna. Nerveuse, Julien est apparu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille.
Un peu, ai-je admis. Il y a des alphas de tous les territoires là en bas. Laisse-les regarder. Julien a embrassé mon cou. Ils sont juste jaloux. Il m'a fait pivoter et a sorti une bague de sa poche, un anneau d'or blanc avec 3 pierres. As, onyx et pierre de lune. Une pour chacun des chiots que nous avions adoptés. Tu n'as jamais été une simple servante, Marie, a dit Julien doucement. Tu as porté l'avenir de notre espèce à travers un blizzard. Tu es la louve la plus forte que j'ai jamais connue. Voudras-tu régner avec moi? Oui, ai-je chuchoté, les larmes aux yeux. Toujours. Julien a souri et m'a conduite vers la balustrade. En dessous, des milliers de loups levaient des yeux. Quand ils m'ont vu, le rugissement était assourdissant. Ce n'était pas des applaudissements polis. C'était le son d'une meute accueillant sa mère. J'ai salué, le cœur plein. J'avais été un fantôme, une ombre, une orpheline affamée. Mais alors que le soleil se couchait sur la montagne de fer, baignant le monde d'or, je savais la vérité. J'étais la Luna, et ma meute était enfin rentrée. Et aujourd'hui? Eh bien, comment dire? Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, d'être arraché à ma vie d'Oméga, d'être jeté dans ce nouveau monde plein de dangers, oui, mais aussi de possibilités. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si cette paix, cette nouvelle famille, n'est pas trop fragile, si le prix n'a pas été trop élevé pour ceux qui sont restés derrière. L'amour est une force étrange, n'est-ce pas? Il vous pousse à faire des choses folles, des choses dont vous ne vous croiriez jamais capable. Il vous fait affronter des rois et des généraux. C'est ça la force, peut-être. Pas les griffes, pas les crocs, mais cette capacité à se battre, même quand tout semble perdu. Et vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous risqué votre vie pour des inconnus, pour des fantômes du passé, pour une promesse que d'autres ont brisée? Je ne sais pas si ma décision était la bonne ou la mauvaise. Je ne sais pas si tout finira bien pour Léo, Pipo et Lily, ou si les ombres du passé nous rattraperont. Mais je sais une chose, j'ai vécu, j'ai aimé et j'ai lutté. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, me survivra. C'est ça la vie, non? Rien n'est parfait, rien n'est garanti, mais c'est la mienne.